Bonsoir, le journal de la rédaction, nouvelle édition en ce mercredi 12 novembre. Nous allons faire le tour de l'actualité locale. Il est 18h si vous nous suivez en direct. Et ce soir, le dénouement pour la mission Rosetta, le robot Philae déployé sur la comète Tchouri pour livrer les secrets du système solaire. L'observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, partie prenante de cette aventure, retransmet actuellement les images de l'événement historique avec les commentaires des chercheurs. La région Île-de-France met en avant son dispositif Rebond qui permet de venir en aide aux entreprises en difficulté. Le président Jean-Paul Huchon en déplacement à Houdan pour rencontrer les effectifs du dernier abattoir francilien qui a bénéficié de cette aide. Et puis les commémorations du 11 novembre qui ont attiré les foules, notamment à Montigny-le-Bretonneux, un hommage appuyé par les jeunes, les élus et les représentants des villes jumelles. Depuis 8h10 mercredi matin, après 6 milliards de kilomètres parcourus en 10 ans de voyage, la sonde spatiale Rosetta a lancé le robot Philae en direction de la comète Tchouri. L'événement est à la hauteur des premiers pas de l'homme sur la Lune, puisque nous pourrions en apprendre plus sur l'origine de notre système solaire. L'OVSQ, l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, propose en ce moment même de vivre l'événement aux côtés de ces chercheurs impliqués d'ailleurs dans cette mission. À 18h en ce mercredi, quelques photos ont commencé à arriver. C'est d'ores et déjà un succès. Philae s'est bien posé. On écoute le directeur du laboratoire Atmosphère Milieu Observation Spatiale de l'OVSQ, l'Observatoire de Saint-Quentin. Des propos recueillis en fin de journée. Il nous explique le travail qu'il reste maintenant à accomplir. On est très loin, donc l'information vient au compte-gouttes. Donc va falloir attendre. Et donc là, par rapport à l'instant présent, les choses arrivent petit à petit. Donc on a beaucoup d'informations sur où se place Philae, donc on peut, avec les mesures, savoir où il est, mais on ne voit pas ce qui se passe. Donc il y a une incertitude toujours. Il y a deux enjeux. Il y a le rôle de la comète, objet primitif du système solaire, et donc revenir dans le passé finalement comment était de quoi était composé le système solaire primitif. Et l'autre enjeu, c'est effectivement les comètes, quel rôle ont-ils joué, puisque effectivement ce genre de corps, on en reçoit, alors Dieu merci, grâce à l'atmosphère plus trop, mais dans une Terre primitive, on a reçu beaucoup de ces objets. Donc quel a été l'impact de ces objets dans la composition atmosphérique que l'on a aujourd'hui, c'est tout l'enjeu. Et du coup, quelles sont les espèces qui ont pu participer peut-être à la vie sur Terre. Donc là, il y a des enjeux très, très importants. Et nous y reviendrons bien évidemment plus en détail dans notre prochaine édition demain jeudi. Puisque nous sommes à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, nous allons rester encore quelques instants avec un autre genre d'événement. Lundi à l'université Saint-Quentin en Yvelines, donc l'association étudiante ICAR a organisé une conférence à propos du conflit israélo-palestinien intitulée « Avoir 20 ans en Palestine », conférence lors de laquelle 2 étudiants palestiniens sont venus pour partager leurs expériences sur ce conflit. Ils espèrent ainsi informer les étudiants sur l'état actuel de la situation, les sensibiliser sur les conditions de vie de leurs homologues palestiniens dans ce contexte. On va témoigner de notre expérience, montrer aux étudiants ce que nous vivons en Palestine. On veut les interpeller, partager avec eux pour qu'ils nous comprennent mieux et nous aident à faire face à l'occupation. Nous sommes non violents, nous résistons de manière pacifique, mais nous faisons face à une occupation armée et à des soldats en armes. Nous voulons que tout le monde en France nous supporte et soit solidaire avec les Palestiniens. C'est de soutenir les personnes d'abord qui vivent là-bas et de demander la paix en fait, qu'il y ait un processus de paix qui soit amorcé et qui aille au bout dans l'optique de la reconnaissance de l'État palestinien. Économie, après un dépôt de bilan à la fin des années 80, les abattoirs Guiharan à Houdan semblent aujourd'hui sur le bon chemin. Le résultat en partie du soutien de la région Île-de-France avec un prêt de plus de 250 000 € pour réaliser les investissements nécessaires à sa compétitivité. Le président socialiste de la région, Jean-Paul Huchon, s'est rendu sur place mercredi après-midi. Le reportage de Yolène Thorez et de Patrick Jacques de Dixmude. C'est une visite pas comme les autres. Jean-Paul Huchon, président du Conseil régional d'Île-de-France, découvre ici à Houdan le dernier abattoir porcin de la région. La région qui soutient financièrement cet abattoir par un dispositif appelé Rebond Prévention. Mis en place depuis plus de 8 mois, il a accordé un prêt de 250 000 € à cette entreprise pour plusieurs raisons. Ici, on voit bien qu'il mise sur la proximité de la production de la viande et sa diffusion dans les commerces locaux
ou jusqu'à Paris, évidemment, c'est un atout dans la concurrence. Et c'est le dernier endroit où on abat et où on découpe et on prépare les porcs en Île-de-France. Ce dispositif, propre aux entreprises en difficulté, Guy Aran en a fait partie, notamment en 2004, lors de la crise de la vache folle qui interdit les farines animalières. La société descend alors à 74 salariés et a même été contrainte à un moment donné de déposer le bilan. Aujourd'hui, grâce au dispositif, les effectifs sont remontés à 87 employés et de nouveaux investissements sont même envisagés. Nous avons développé une gamme avec des éleveurs d'Île-de-France, une gamme de porcs francilins élevés à la graine de lin, que nous proposons à la grande distribution et qui nous demandent d'emballer ce porc pour des unités plus petites de distribution. Donc on va investir dans une machine à mettre sous emballage modifié. L'avantage du prêt, c'est aussi que le remboursement est différé de 2 ans. Aucune garantie n'est demandée sur les actifs de l'entreprise ni aucune caution personnelle du dirigeant. Après moins d'1 an d'activité, le dispositif Rebond a permis de sécuriser 1700 emplois dans différentes sociétés. La maladie d'Alzheimer, nous parlons santé, une maladie neurodégénérative incurable qui touche directement ou indirectement près de 3 millions de Français. Aucun traitement, uniquement des soins palliatifs. Pour l'entourage également, un besoin d'aide, de soutien. Ainsi, une halte répit va avoir le jour au Clé-sous-Bois. L'ouverture est prévue dans quelques jours. Bonsoir Marie-Thérèse Ross, bienvenue en plateau. Vous êtes la présidente du réseau CARMAT, le réseau santé gérontologique de professionnels libéraux. Tout d'abord, il y a un peu de retard. L'ouverture était prévue cette semaine. Ça a été décalé au 24 novembre. Pourquoi ce léger retard ? Parce que nous avons fait une réunion avec les bénévoles, puisque cette structure va fonctionner principalement avec des bénévoles. Et il est apparu qu'il y avait des petites choses encore qu'il fallait compléter. Elle voulait des tableaux, enfin. Donc on a retardé un petit peu pour le faire vraiment tranquillement et que tous ceux qui vont encadrer se sentent à l'aise. Et ce sera donc le 24 novembre pour donc l'ouverture ce sera le officielle, 24 novembre. On a repoussé d'une semaine. En quoi consiste alors une halte répit ? Plus précisément, ce sera un club répit convivialité que vous allez Oui, mettre en place. un club, oui. Ce ne sont pas des enfants, c'est un club répit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui existent au niveau Alzheimer. Il y a des accueils de jour, des hôpitaux de jour, mais il n'y avait rien qui permettait aux proches, s'ils avaient besoin de 2 heures ou de 3 heures de façon imprévue ou simplement parce qu'ils ont envie un petit peu de respirer, il n'y avait rien. Donc on a eu l'idée de créer cette structure, on a eu un financement de la Fondation de France. Donc là, c'est quelque chose où les proches pourront, à n'importe quel moment, ils pourront téléphoner, bien sûr, la veille ou l'avant-veille, pour demander si leur proche peut venir passer 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures, puisque c'est de 13h30 à 17h30 dans ce club. Alors c'est à la fois un accueil pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais aussi pour leurs proches. On veut que ce soit quelque chose de très convivial. C'est-à-dire ils pourront venir prendre un café. Il y a dehors, il y a des appareils pour faire un peu de gym qu'ils peuvent très bien faire avec leurs proches ou tout seuls. Il y aura également une salle de peinture, qui est installée. C'est très gai, c'est très convivial. Et ça pourrait être vraiment un moment où c'est pour la personne qui sera stimulée, qui sera sécurisée, qui aura des choses à faire, et aussi pour le proche qui va pouvoir souffler un peu. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous m'avez repris au tout début, c'est important, ce ne sont pas des enfants. Vous Ce insistez ne vraiment sont pas là-dessus des parce enfants. que la perception quelquefois des personnes qui sont atteintes par cette maladie-là, c'est un rejet, en tout cas une difficulté pour les entourants, pour les personnes qui sont là au quotidien. Il ne faut pas infantiliser, ce ne sont pas des enfants. Voilà. Non, ce sont des adultes qui ont eu un passé, qui ont une vie, qui ont un certain âge, et on doit les traiter comme tels. Vous voyez, par exemple, c'est pour ça qu'on a fait une salle peinture, mais c'est avec des chevalets, des toiles, de la peinture. Et ce sont des personnes qui sont inscrites pour encadrer cet atelier, qui sont des gens qui font de la peinture. Donc, si vous voulez, par exemple, si quelqu'un rapporte chez lui, après une journée passée quelque part, un coloriage, c'est les enfants qui rapportent des coloriages. Si vous rapportez une toile en abstrait, c'est toujours joli, c'est jamais quelque chose d'infantilisant. Donc, si vous voulez, ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment ce qu'on a voulu garder. Tout est fait pour les personnes qui ont un certain âge et qui ont le droit d'être considérées quelquefois, justement, la prise en compte des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer. Ça manque d'humanité, on manque d'humanité quelquefois. Pas d'humanité, mais on a trop tendance, je crois, et c'est vrai que c'est pas facile, faut être honnête, mais à devenir, d'ailleurs, il y a ces 2 termes qui existent. Dès qu'on a une maladie d'Alzheimer, on parle d'aidant.
Alors nous, on dit bien, et je crois que ça c'est important, on dit vous restez quand même avant tout, ou le mari ou la femme, ou les enfants et les parents. Et ça, je crois que c'est important. Bien sûr, c'est pas facile, faut être clair, mais ce sont des adultes et on doit les considérer comme tels, et ce sont des personnes qui ont vécu et on doit en tenir compte. Vous avez commencé à nous expliquer comment fonctionnait cette structure. Il suffira en quelque sorte de téléphoner pour s'inscrire, Voilà, pour que la personne puisse venir. Mais combien de places? Est-ce que ça sera suffisant pour répondre à la demande? Ça, on ne sait pas du tout parce que ça n'a pas encore commencé. On avait fait une étude pour voir si ça répondait vraiment aux besoins. Et là, on a vu effectivement, ça avait été une unanimité assez importante. Maintenant, il est vrai que l'objectif aussi, c'est peut-être de développer ça dans d'autres secteurs. Donc là, ce sera ouvert uniquement pour les personnes qui habitent sur les Clés-sous-Bois? Ah non, absolument pas. Aussi. Il n'y aura aucune condition, ce sera ouvert à tout le monde. Ouvert en semaine, on le rappelle, alors sur toute la semaine, tous les après-midi, de 13h30 à 17h30, sur simple coup de fil. Alors s'il y a de la place, on dit oui. S'il n'y a pas de place, on dit faut téléphoner pour demain ou après-demain. Il y aura un coût, forcément? Alors il y aura un coût de 4 € de l'heure. On veut que ce soit accessible pour tout le monde. Alors on me dit toujours, faut pas dire, parce qu'autrement tout le monde va dire qu'il peut pas, mais il est clair qu'il ne faut pas que l'argent soit un obstacle à ce que toutes les familles puissent et tous les proches bénéficier de ce service. Et ce sont des bénévoles ensuite qui vont intervenir? Alors, c'est une équipe de bénévoles, entièrement bénévoles. On a 26 personnes. Il y a même on essaye de faire que ce soit un peu intergénérationnel, mais ça ne jouera que sur le mercredi. Mais on a déjà des jeunes qui sont intéressés, enfin qui sont passionnés par cette aventure et qui donneront un peu de leur temps le mercredi ou quelquefois en semaine pour les plus grands. Alors, pas forcément, bien sûr, pour encadrer comme un adulte, mais il y en a qui me disent, moi je joue de la guitare, je viendrai faire un petit chose de guitare. Un autre qui dit, on dansera. Enfin, vous voyez, il faut que ça reste très vivant. Que ce soit de la vie, on n'a pas d'idées préconçues, toutes les bonnes volontés seront là et tous ceux qui ont ne pas hésiter à rentrer en contact avec vous, avec le réseau Carmat, donc sur ce club Répit Convivialité qui va ouvrir aux Clés-sous-Bois. On le disait, ce sera le 24. Avec votre structure et d'autres structures qui se mettent en place, des activités qui se mettent en place autour de la maladie d'Alzheimer, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui il y a une vraie prise de conscience des besoins et pour les malades et pour leur entourage? Est-ce qu'aujourd'hui, on apporte une réponse satisfaisante? Oui, il y a une grande prise de conscience. Ce qu'il y a, si vous voulez, c'est que c'est encore trop dispersé. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives un peu partout. Même le gouvernement lance des choses. Mais pour l'instant, c'est un peu difficile de s'y retrouver si on est un proche au démarrage. Justement, vous parliez du gouvernement. Un plan devait être présenté, un plan pour les prochaines années. La présentation du plan par le gouvernement était prévue à la fin du mois d'octobre. Il a été repoussé tout début novembre. Et puis finalement, il n'y a pas de nouvelle date qui a été communiquée autour de la présentation du plan Alzheimer du gouvernement. Il faut y voir un signe d'inquiétude. Vous êtes inquiète? Comment vous le percevez? Si vous voulez, je vais être très honnête, on n'attend pas. Parce que si on attend, on ne fait rien. Donc on fait, si ça marche et qu'il y a une bonne nouvelle, ce sera du plus. Vous n'attendez rien, mais néanmoins, qu'est-ce qu'il faudrait en plus? Qu'est-ce que vous souhaitez voir impulsé par le gouvernement? Une structure pour coordonner aussi peut-être toutes les bonnes volontés déjà? Voilà, peut-être. Alors les réseaux de santé sont faits pour ça aussi, mais si vous voulez, ils ont créé un peu dans le désordre. Il y a eu les Mayas, les réseaux de santé qui doivent aussi prendre en charge le patient Alzheimer. Il y a au niveau des SIAD, les ESA, des équipes qui prennent aussi en charge. Et je pense qu'il faudra arriver à ce qu'on travaille tous ensemble. Il y a France Alzheimer, avec qui nous on travaille. Il y a les Lions Alzheimer, le Lions Club Alzheimer. Vous voyez, il y a plein de bonnes volontés. Mais pour l'instant, c'est un peu dispersé. Il faudrait vraiment qu'on arrive à tous s'entendre, à dialoguer ensemble et à créer une véritable prise en charge qui soit bien visible pour tout le monde. Et le problème, c'est que, dans nos régions, on est un peu favorisés, quoi. Il faudrait que ça puisse aussi s'étendre sur l'ensemble de... On a souvent des coups de fil de personnes qui sont en province où il n'y a rien du tout. Mais sur un tel plan comme celui qui devait être présenté et qui, on l'espère, sera présenté dans les prochaines semaines, vous êtes consulté sur ce genre de choses-là? Non, bien sûr. En tant que vous réseau, savez très justement bien que dans ces choses-là, la base n'est jamais consultée. On ne consultera pas ceux qui sont au quotidien. Parce que vous intervenez au quotidien, justement. Voilà. Donc oui, on aurait pu imaginer que vous soyez sollicité pour amener vos réflexions. On parle beaucoup des aidants, mais demandez combien d'aidants auront été sollicités pour dire leur avis, leurs difficultés. Combien de professionnels qui sont confrontés tous les jours à ce genre de problème seront... Non, on n'a eu aucune demande nulle part. Or, nous, dans nos prises en charge, on a actuellement
61% des personnes qu'on prend en charge ont des troubles cognitifs. Pas tous la maladie d'Alzheimer, mais des troubles cognitifs, ce qui est quand même énorme. C'est un tableau assez noir que vous dressez, parce que ça veut dire que s'il n'y a pas de bonne volonté, rien ne se fera finalement. Je pense que, vous savez, c'est comme tout le temps, hein, si ça ne part pas de la base, ce qui tombe de là-haut n'est pas forcément ce qui est utile sur le terrain. Et si ça part du terrain, il faut un certain temps pour se faire entendre. Merci d'être venu ce soir pour témoigner, pour nous parler aussi de ce club Répit Convivialité qui va ouvrir au Clé-sous-Bois. Merci encore à vous. Et nous y reviendrons bien sûr dans une prochaine édition. L'ouverture est prévue le 24 novembre. Hier, la France célébrait les commémorations du 11 novembre, date de l'armistice de la Grande Guerre. À Montigny-le-Bretonneux, devant le monument aux morts, des centaines de riverains sont venus assister à la cérémonie. Les élus locaux, les représentants des villes jumelles étaient présents avec l'orchestre du SDIS 78, mais aussi des élèves, 250 élèves de 6 écoles de la commune qui ont participé très activement à l'événement. Le reportage de William L. À Montigny-le-Bretonneux, la commémoration de l'armistice rassemble aujourd'hui, peu importe la génération, une seule chose compte, le souvenir. Mélier Albert. Mort pour la patrie. Saboureau Jean-Marie. Mort pour la patrie. Cette année, 250 élèves participaient à la cérémonie. Pour rendre hommage, des lectures de textes, Sarah, elle, a lu la lettre écrite par un enfant pour son père sur le front. Nous nous inquiétons beaucoup car depuis le 17 avril, nous n'avons pas de nouvelles de toi. Et malgré leur jeune âge, le devoir de mémoire semble bien assimilé. C'est très important parce que y en a qui ont fait la guerre, ils se sont battus pour Montigny, la France, et on a besoin de leur rendre hommage pour tout ce qu'ils ont fait. La guerre 14-18, c'est un symbole, c'est important pour nous. Mourir pour la France, c'est quelque chose et c'est pas comme jouer ou... Se rappeler de ces morts, mais aussi et surtout prévenir les générations futures. Ce qui s'est passé auparavant nous permet de mieux affronter l'avenir avec peut-être en modifiant certaines erreurs. La seule chose que j'avais retenue lorsque j'étais petit, c'est que le vin était gelé durant la guerre et qui découpait le vin à la hache. Et quand on est enfant, ça surprend. Après les dépôts de gerbes devant le monument aux morts, les enfants entonnent la Marseillaise. Émus, les représentants des villes jumelles de Grande-Bretagne et d'Allemagne ont assisté à la cérémonie. C'était très impressionnant parce que nous, on ne connaît pas ça. On ne fait pas de telles cérémonies chez nous. Les cérémonies pour les morts qui sont tombés dans les guerres, ça se déroule presque dans la clandestinité. C'est impressionnant pour nous et très émouvant, surtout quand on a vu les petits là qui chantaient la Marseillaise. Là. Enfin, direction l'ancienne mairie pour se recueillir une dernière fois devant la plaque des instituteurs. Ici, on chantera une fois encore l'hymne national, cette fois à la demande des enfants. Une belle Marseillaise à Montigny-le-Bretonneux. C'est hier matin également qu'a été dévoilée à Trappes la statue de Jean Jaurès, toujours à l'occasion de cette commémoration de la fin de la Grande Guerre et de l'anniversaire de la mort de ce parlementaire pacifiste. La sculpture de bronze a été érigée face à l'hôtel de ville. Elle est signée Jean-Charles Ménardis. L'inauguration s'est faite en présence des habitants et des élus. C'est un travail qui est réalisé à partir de modèles, donc c'est toujours la figure humaine qui est le centre de mon travail. Il est dans un mouvement de marche, un léger mouvement, donc il regarde légèrement sur la droite parce que le sens de la circulation va changer. Donc quand on va arriver à Trappes, on va voir Jean Jaurès en premier lieu. J'ai essayé de le représenter dans une attitude naturelle parce qu'il je voulais qu'il soit proche des passants. Proche donc des habitants de Trappes. C'est le 100e anniversaire malheureusement de sa mort. Je tiens à le dire, l'importance pour nous de cet homme de paix qui est cher à notre cœur et c'est vraiment une action qu'on veut mettre au cœur de notre ville, la paix, le partage, le vivre ensemble. Et nous reviendrons une nouvelle fois dans nos prochaines éditions sur cette grande guerre, sur les commémorations, mais également sur ce que cela représente et sur les événements qui sont organisés dans le département avec des responsables des archives départementales des Yvelines. Sur ce plateau, ce sera demain dès 18h en direct.
Construire et rénover dans le respect de l'environnement. C'était le thème du forum Éco-Habitat le week-end dernier à Jouy-en-Josas, une thématique porteuse, d'autant que ces travaux sont souvent synonymes de sérieuses économies sur les factures des ménages. Retour sur ce rendez-vous avec Mélanie Poquet et William L. Laine de verre, polyester, liège, des produits naturels comme synthétiques au choix du client. Mais avant tout, il faut prêter attention à l'état actuel de la maison. Il faut tout d'abord commencer par regarder quel est l'état de la maison, s'il y a des travaux importants à prévoir dans la maison ou si c'est simplement une redécoration de la maison que les clients souhaitent faire. Si ce sont des travaux importants, il faut peut-être faire appel à un thermicien pour évaluer effectivement le niveau de déperdition de la maison et pouvoir, reprendre les éléments les plus importants, les plus déperditifs de la construction actuelle. Faire des devis auprès de thermiciens pour établir les capacités thermiques d'une maison et déterminer les principales sources de perte de chaleur. Les fenêtres sont souvent les zones où la chaleur s'échappe le plus fréquemment, notamment le simple vitrage. Mais il n'y a pas seulement les fenêtres. La chaudière ou la toiture peuvent être des pertes de chaleur et d'énergie. Les isolants naturels sont plus onéreux car peu développés, donc les travaux ont un coût. Mais l'État et les collectivités ont mis en place plusieurs aides financières. Ils peuvent bénéficier à la fois du crédit d'impôt pour la transition énergétique, donc qui résulte de la nouvelle loi pour la transition énergétique depuis le 1er septembre 2014. Ils peuvent bénéficier en fonction des revenus de la prime rénovation énergétique de 1 350 €, du programme Habiter mieux qui est porté par l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Et puis il y a aussi l'éco-prêt qui est un prêt à taux zéro. Des aides qui existent depuis au moins janvier 2014. Le crédit d'impôt passé de taux de 15 à 20% à un taux unique à 30%, quels que soient les travaux, fenêtres, chaudières ou isolation. Le prêt à taux zéro permet de bénéficier d'un montant maximal de 30 000 € et sans condition de ressources. Quelques images avant de se quitter, plus précisément trois photos parmi lesquelles il faudra choisir. À Versailles, en gare Rive-Gauche, les usagers peuvent voter depuis ce matin et jusqu'au 14 novembre pour celles qu'ils souhaiteraient voir recouvrir les murs de l'édifice. Jardins et statues, galerie des glaces ou galerie des batailles. L'installation en trompe-l'œil aura ensuite lieu fin décembre. C'est à vous de voter pour la décoration donc, de la gare Versailles-Rive-Gauche directement sur le stand présent sur place pendant les 2 prochains jours. Le journal revient demain, toujours à 18h pour l'édition en direct. Pour revoir nos reportages et nos précédentes éditions, rendez-vous sur le site internet de la chaîne. Ce mercredi soir sur TV Fil, nouveau numéro de kiosque hebdomadaire dédié à la culture. Très bonne soirée.